Merci, mais merci de m'avoir invité, merci d'avoir... Bon, j'ai changé ma présentation pour des raisons évidentes et puis parce qu'on a eu quelques modifications sur le programme. Et Mohamed m'a demandé de lancer le débat. Alors, je ne lance pas le débat, je le clôt en disant il faut légaliser. Donc c'est une manière aussi de réveiller l'assistance. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que, je l'ai noté, il y a suffisamment d'éléments de consensus pour s'autoriser à franchir le pas. Moi, c'est ce que j'ai fait, puisque c'est une position que je défends et une position pour laquelle je ne vais pas faire une présentation scientifique, mais une présentation d'arguments, disons politiques, sur la base des éléments scientifiques. Mais comme j'ai souhaité faire une intervention courte et laisser plutôt la place au débat final, puisque l'assistance, j'avais anticipé qu'elle allait être un peu fatiguée. Donc on va poser un peu la problématique. Alors le cannabis, comme vous le savez, c'est un produit qui reste toujours interdit, même si évidemment beaucoup de pays ont modifié son statut légal, soit en légalisant, soit en dépénalisant, mais c'est encore un maquis absolument particulier. On peut avoir aussi des postures ou bien des appréciations qui changent en fonction des pays. Un pays que tout le monde connaît, les États-Unis, et en fonction des États, vous avez soit une dépénalisation, soit une légalisation, soit une légalisation partielle, notamment pour ce qui est du cannabis thérapeutique. Et je prends pour un exemple que tout le monde connaît. La Californie a eu pendant 20 ans du cannabis thérapeutique. C'est un peu farfelu, évidemment, puisque on voyait des ordonnances prescrites par certains collègues et des patients qui allaient chez le trafiquant local du coin et qui revenaient avec son sachet de cannabis marijuana. Bon, mais il n'y avait pas que ça. Et vous avez de l'autre côté de l'échiquier du cannabis thérapeutique, un pays comme l'Allemagne, où vous avez du cannabis thérapeutique prescrit sous forme de gélules, sous forme de préparation, et remboursé pratiquement, totalement remboursé pour un certain nombre de maladies, par ce qui pourrait être la sécurité sociale. Donc, entre tous ces éléments, on sent qu'il y a quelque chose qui bouge, et plus qui bouge, qui frétille. On a des pays qui ont beaucoup avancé, des grands pays qui sont en train de légaliser, comme le Canada. Comme vous le savez, c'est une promesse électorale de Justin Trudeau, et avec une application complète et totale du système à partir du 1er juillet 2018. La date a été bougée pour des raisons, non pas de loi, mais pour des raisons d'organisation pratique de l'arrivée de cette législation dans ce grand pays. Donc on a affaire à des choses qui bougent en Europe. On est entouré par des pays qui ont tous bougé leur législation. L'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, un peu la Grande-Bretagne, évidemment les Pays-Bas, mais la France n'a pas bougé. Donc, le cannabis reste la substance illicite la plus consommée dans le monde. Et puis, on a 17 millions de Français qui consomment du cannabis. Je ne dis pas qu'ils sont dépendants, mais qu'ils consomment du cannabis, qu'ils l'ont consommé au moins une fois dans leur vie. C'est un véritable sujet de société que l'on veut traiter sous un angle qui est un angle toujours partiel et partial. Et puis, la France se positionne finalement contre-courant de la tendance mondiale, preuve étant, puisque vous savez que nous avons évidemment bougé, mais dans le mauvais sens, puisque nous avons pensé à un moment donné lancer le débat. C'est un débat qui a été lancé par le ministre de l'Intérieur au mois de juillet, 2 mois après l'installation du nouveau exécutif, et on s'est trompé, parce qu'en vérité, c'était pas un vrai débat, puisque on a ouvert l'angle, le pire des angles, puisqu'on l'a ouvert sur l'angle de la répression, ou bien de la modification de la loi de 70 pour rendre plus effective, de manière effective, la question du cannabis. Puisque vous le savez, on a décidé de pénaliser, de surpénaliser les consommateurs en mettant une amende forfaitaire de 300 € pour les gens qui sont consommateurs ou détenteurs de cannabis. Donc on a appliqué, alors qu'elle était inappliquée, la loi de 70 parce qu'elle est inapplicable. Et puis l'argument poussant le ministre étant d'alléger le travail de la police. Non seulement il va augmenter le travail de la police, puisque ça va se faire sur la rue, hein, c'est une amende, mais il n'a pas allégé le travail de la justice parce que tout le monde ne pourra pas évidemment payer cette amende et il y aura des poursuites, pour le coup, non pas policières, mais judiciaires. Alors, qu'en est-il réellement? Adopter une politique plus souple à l'égard du cannabis fait-il au détriment de la santé publique? C'est tout l'enjeu, parce que l'argument
de l'attentisme et du statu quo, c'est que le cannabis est un produit qui rend fou, mais qui détruit la personne, et c'est la raison pour laquelle, évidemment, on ne va pas changer une loi qui d'ailleurs ne marche pas. Donc, cherchez l'erreur. Donc, composition, consommation, alors c'est quoi? On a 3 formes de cannabis consommées, l'herbe, la résine, l'huile. Globalement, ce qui est consommé le plus en France, c'est la résine. C'est une substance qui est pâteuse et qui provient essentiellement d'Afrique du Nord et des Pays-Bas. L'herbe aussi, mais c'est une herbe qui est très souvent plus chère. Et dans la composition en matière de principe actif, c'est-à-dire de tétrahydrocannabinol, est de moins en moins connue, de moins en moins difficile à savoir, lorsqu'on n'est pas sur un pays dans lequel on a permis d'informer les gens de ce qu'ils consomment. Et puis l'huile, ce sont des histoires de chasse, c'est essentiellement la police qui a des saisies d'huile. Voilà. Alors une consommation conséquente et différenciée. Alors pourquoi? Parce que jusqu'à présent on avait une distinction assez perverse qui parlait plutôt du cannabis récréatif et du cannabis thérapeutique. En vérité, il faudrait plutôt distinguer ce qu'on appelle le cannabis adulte, et j'ai appris ça parce que je fréquente les associations qui luttent pour la reconnaissance de ce produit dans des proportions que j'expliquerai, et puis ce qu'on appelle le cannabis thérapeutique, qui très clairement est finalement l'otage du cannabis tout court, alors qu'en vérité on a affaire à des cannabinoïdes, et j'en dirai un mot tout à l'heure. Donc on a un décret en France, c'est ce fameux décret qui était inscrit ici, de l'Agence nationale du médicament et des produits de santé, qui autorise la mise sur le marché du cannabidiol, mais très peu de personnes le savent. Donc, et ses dérivés, mais cet usage thérapeutique du cannabis demeure très limité, puisqu'on a du marinol, c'est le dronabinol, qui lui a reçu une autorisation de mise sur le marché, qui peut être utilisé dans le traitement des douleurs chroniques et cancéreuses, mais il est tellement finalement bridé que très peu de personnes savent que l'on peut évidemment utiliser ce cannabis. Puis on a ce qu'on appelle le cannabis adulte, c'est quoi? Il faut entendre par adulte, et le mot est important parce qu'on verra pourquoi il est important d'en parler. Il faut entendre la consommation du cannabis sans visée thérapeutique, pour une population de personnes majeures, pour des visées finalement de plaisir à la manière d'une consommation d'un produit qui fait bien plus de mal, c'est l'alcool, qui, comme vous le savez, fait 49 000 morts, et le tabac 75 000 morts par an en France. Donc la confusion dans le discours, je mets un peu en bleu là, la confusion dans le discours et l'appréhension du cannabis ne permet pas clairement de construire une législation cohérente et applicable. Alors, évidemment, si le cannabis était un produit qui n'avait pas d'effet, on le saurait, et puis peut-être il n'y aurait pas de débat. Les risques qui existent, ils sont réels, ce sont des risques sur la santé physique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, tout ça est référencé, vous avez les références en bas, sur la santé pulmonaire, une corrélation entre la consommation de tabac et le cancer n'est plus discutée, évidemment, tabac, puisqu'en France on consomme essentiellement des joints, c'est un mélange de tabac et de THC, et sur le plan cardiovasculaire, il y a même des travaux sur certaines maladies, comme la maladie de Berger, mais l'imputabilité directe au cannabis reste quand même discutée. Sur la santé mentale, ce que nous connaissons plus, les troubles anxieux, la schizophrénie, les troubles psychotiques, et sur la schizophrénie, évidemment, vous le savez, l'imputabilité, elle existe, mais elle doit être évidemment pondérée par les facteurs sur lesquels on a maintenant un véritable consensus. Le consensus, à travers tous les travaux depuis une vingtaine d'années, c'est d'abord et avant tout la précocité du contact, avant 15 ans. Je ne vais pas rentrer dans un cours que tout le monde connaît, notamment à travers les études de cohorte, notamment les cohortes hollandaises, les études de Thierry Moffitt, de ce qu'on appelle la cohorte de Dundee. Les troubles anxieux, beaucoup de travaux ont été faits, notamment sur les patients qui ont une pathologie anxieuse et qui clairement précipitent essentiellement des troubles paniques, alors que le cannabis, dans certaines circonstances plus nombreuses qu'il n'y paraît, ont un effet d'apaisement. On l'a d'ailleurs montré très souvent dans des études d'imagerie d'ailleurs, mais pas que, et des études d'appréciation de la sémiologie. Et puis les troubles psychotiques qui sont souvent transitoires, et le cannabis est psychoticogène. On peut produire un tableau de troubles psychotiques aigus en augmentant la dose du cannabis chez des personnes saines et sans antécédents personnels ni familial de troubles psychotiques. Et on sait maintenant qu'il y a un terrain familial, à travers de belles études, où on fait fumer du cannabis chez des personnes sans antécédents familial dans la fratrie de psychose,
versus une population vierge de toute pathologie, y compris dans les ascendants, les descendants et les collatéraux. Et on voit qu'il y a une vraie sensibilité aux effets du cannabis, notamment sur un tableau de perception chez ceux qui ont des antécédents familiaux de pathologies psychotiques. Donc, la relation entre le halo psychotique et le cannabis, ou bien la psychodyslexie, est réelle, est indiscutable. Pour autant, tout le monde ne le fait pas. Donc l'idée, c'est quoi? C'est la précocité, les antécédents familiaux, hein, c'est important, puis la nature du produit que l'on connaît mieux, parce qu'on est allé le chercher, et la nature du produit, très souvent, c'est cantonné au titrage, c'est les composants cannabinoïdes qui jouent un rôle important, maintenant, on le sait, notamment dans le ratio cannabidiol et THC, qui très clairement a un effet déterminant sur la nocivité du produit consommé. C'est pour ça que j'en viens à parler des produits proposés par les trafiquants ne respectent pas l'équilibre adéquat. C'est pour ça qu'il faut le diable finalement se cache dans le détail. Qu'est-ce qui se passe? Je vous montre un papier qui est sorti récemment dans le Belgique Psychiatrie, dans lequel on a analysé ce qui se consomme dans le marché. Ce qui se consomme, eh bien, c'est du THC, c'est du cannabis, fortement dosé en THC et faiblement dosé en cannabidiol, par un effet de proposition du produit par la filière du trafic, qui elle augmente la part du THC. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est porteur de la l'ivresse, et c'est ce qui a un effet addictogène et qui permet de fixer finalement la patientèle, et pour ne pas dire plutôt la clientèle, et pas la patientèle. Alors que le cannabis que l'on peut proposer, et qui est proposé maintenant dans les pays où on a légalisé, c'est un cannabis dans lequel l'équilibre entre le cannabidiol et le THC est un équilibre qui est de 1 pour 2, et qui limite les effets psychoticogènes et qui peut avoir un effet réversant. Je n'ai volontairement pas voulu vous faire un cours scientifique parce qu'il y a de la littérature, il y a toute une série dans la revue Nature sur le cannabidiol, avec des travaux sur l'imagerie, avec la captation du cannabidiol versus THC, et puis assorti à des échelles, notamment la PANSS, qui montre de meilleurs scores et une meilleure captation lorsqu'on a affaire à du cannabidiol, et de moins bons scores, de moins bonne captation lorsqu'on a affaire à du THC pur, ou bien faiblement associé. Alors le risque létal, il existe pratiquement pas, très peu. Le cannabis aurait été 114 fois moins mortel que l'alcool. Il n'y a pratiquement pas, c'est essentiellement des effets adverses, à côté, secondaires, et les risques sur la santé physique existent donc indéniablement, on le sait, et ils existent parce qu'on ne connaît pas le contenu du cannabis consommé. Et donc lorsqu'on est livré au produit qui est proposé par la filière du trafic, et les risques liés à la consommation de produits en vente libre, tels que le tabac et l'alcool, sont bien plus importants, évidemment. Mais ils sont protégés d'abord par des filières puissantes, comme le tabac, sur lesquelles on arrive à avoir un effet maintenant, parce qu'il y a une vraie mobilisation sociale et sociétale, avec des plans comme les PNA, Plan National, PNRT, je rêve du PNRT, Réduction du tabac, on est sur le 3e volet, et puis la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui d'abord avait été présidente de la HAS et présidente de l'INCA, a beaucoup fait pour le tabac. Et pour ce qui est de l'alcool, elle se retrouve, comme vous le savez, totalement dessaisit ce dossier à la faveur des filières de la viticulture, très soutenues par l'Élysée, comme vous le savez aussi. Donc une population à risque, c'est les jeunes. Évidemment, si on veut protéger les jeunes, eh bien, il faut savoir ce qu'ils consomment, parce qu'ils consomment de toutes les manières, et il faut limiter, évidemment, le plus tard possible l'entrée dans la consommation avec des produits qui sont de meilleure qualité. Donc le fait de rencontrer un produit psychoactif jeune est l'un des principaux facteurs de risque d'évolution vers l'addiction au cannabis. Et très clairement, les trafiquants ciblent les jeunes, ils vont à la sortie des lycées, ils font des propositions de prix, et évidemment, le ciblage est plutôt bien construit. Faire le choix de la légalisation permet au contraire de disposer de moyens de protéger les consommateurs potentiels les plus vulnérables. Comment? Donc en surveillant la composition du cannabis, c'est une obsession qui est une obsession de santé publique. C'est ce que font les autres pays. Renforcer les mesures d'interdiction ciblées et non pas essaimées, saupoudrer une politique qui n'a pas de sens, prenons en compte les facteurs de vulnérabilité qui affectent une partie seulement des potentiels consommateurs, notamment ceux qui ont des parents ou bien la fratrie qui porte psychotique, mais pas que. Quand on dit psychotique et également trouble bipolaire, l'étude NESARC a montré aussi qu'il y a un lien très fort entre le trouble bipolaire et la consommation de cannabis, et non pas qu'avec l'alcool. Voilà. Et les arguments en faveur d'une légalisation du cannabis, c'est donner à l'État les moyens d'organiser une régulation efficace. Ça a été fait dans
dans certains pays. Je vous montre ici l'état des lieux en vigueur en France. Qu'est-ce qu'on a en France? Maintenant, l'usage est une infraction pénale. On peut faire de la prison, mais personne n'a fait de la prison quand il est consommateur. La répression du trafic de cannabis varie quant à elle en fonction des actes commis et des villes et des régions dans lesquelles c'est commis. Et donc on a une inégalité face à une loi qui doit être évidemment rendue et qui doit être appliquée de manière égale sur tout le territoire. On le sait bien. Et la loi répressive semble avoir un effet marginalement des incitatifs, puisque depuis 20 ans, on le voit, une augmentation de la prévalence des consommateurs. Je prends l'exemple d'un sociologue qui expliquait que la dépénalisation permettrait uniquement de désengorger les services de police et de justice qui n'auraient pas d'impact. C'est ce qui a été évidemment mis en avant par le ministre de l'Intérieur. Autre élément qui est important, c'est la composition du cannabis qui est un facteur essentiel, puisque ces constats établis, les principaux risques liés au cannabis aujourd'hui concernent sa composition, le risque d'addiction et le manque d'information. Tous ces éléments pourront être régulés dans l'hypothèse d'une modification de la législation actuelle, pour laquelle, évidemment, il y a des choses qui ont bougé, mais l'application et puis le passage au texte se fait attendre. Alors, simplement les outils de traçabilité au Canada, aux États-Unis. Au Canada, on a un organisme sans but lucratif qui a été créé en 2001 avec la traçabilité dans les secteurs bovins, ovins et porcins. Donc, les Canadiens, puisqu'ils sont sur une démarche de légalisation, vont appliquer cette traçabilité pour la culture et la proposition du cannabis. Et dans les différents États américains, la traçabilité repose sur un système de suivi de l'inventaire de la marijuana grâce à des données récoltées depuis la plantation jusqu'à la vente et la distribution. C'est ce qui a été mis en place, par exemple, en Californie et en Uruguay, un autre pays. Donc l'accès à l'information sera garanti par le déploiement d'une politique de prévention ciblée destinée à protéger les populations les plus vulnérables. Et puis, si on devait en France travailler sur un texte, les propositions sur lesquelles nous avons à la Fédération française d'addictologie amené les pouvoirs publics à réfléchir, c'est 4 propositions. C'est légaliser la production, la vente et la consommation de cannabis. C'est mettre en place un système de traçabilité, transférer les budgets liés à la répression vers la prévention, développer l'usage thérapeutique du cannabis. Pour la petite histoire, jeudi, il y a une commission à laquelle je suis invité à l'Assemblée nationale pour essayer de travailler. Elle est présidée par un neurologue député qui s'appelle Olivier Véran. Donc c'est pas de la provocation, c'est de la réalité. Et je pense qu'on est encore très clairement dans des débats qui, à mon avis, sont débats qui n'ont pas eu lieu, mais qui nous sera imposés par la force extérieure à la France. Voilà, merci. Je sais que c'est polémique, mais bon. Pour ceux qui veulent en savoir plus, ils peuvent venir au congrès, puisque j'ai invité la présidente du NIDA qui, elle, dira un mot sur ce qui se passe aux États-Unis. C'est la plus grande épidémie de morts liée aux overdoses, 216 morts par jour aux États-Unis, plus qu'à l'époque de la guerre au Vietnam. Voilà, merci bien. Bien, merci beaucoup. Attention, il ne faut pas mourir. Merci beaucoup, Amine. Mais bon, je crois que tu l'as dit toi-même, tu clôt le débat, puisque tu expliques pourquoi il faut légaliser. Bon, donc je crois que... Aussi. Absolument. Voilà, donc on va s'en arrêter là, parce que je pense que vous êtes tous fatigués après ce programme extrêmement dense. Merci d'être restés jusqu'à la fin. Merci à tous les orateurs, à tous les modérateurs et présidents de session pour cette belle journée. Bon, j'espère que vous en avez largement profité. Merci à Benoît Dupuis qui, bien que très fatigué, a fait un travail remarquable. Bon, je pense que très bientôt, toutes les conférences seront en ligne sur le site de Navarre, de YouTube. Voilà. Enfin, il vous en informera pour ceux qui souhaiteraient revoir toutes les conférences. Merci à tous les laboratoires, nos partenaires de l'industrie qui nous ont aidés à organiser cette journée, à monter le symposium Janssen. Merci à vous et je vous dis à l'année prochaine pour la prochaine journée de Navarre. Merci.